Bonjour à tous, je vous propose de vous installer pour une après-midi consacrée aux essais et aux beaux livres. Moi je m'appelle Françoise Vernet et je m'occupe de la promotion des collections Nature et Société chez Actes Sud et je dirige une collection qui s'appelle Je passe à l'acte aussi. Donc on a une après-midi qui va être dédiée aux essais et aux beaux-arts. On aura à la fois Actes Sud, Textuel, Payot. Et on va commencer justement par Michel, par un premier ouvrage qui s'appelle Le journal d'Olga et Sacha. Merci Michel, je te laisse te présenter. Oui, donc je suis surtout éditeur de textes russes, de littérature russe, entre autres par bonheur de Svetlana Alexievitch. Donc l'Ukraine, la Russie, c'est vraiment un domaine et un des pays que je connais bien. Et j'avais très envie depuis... Oui. Excuse-moi Michel, c'est juste qu'on n'a pas l'écran derrière. Et donc sans écran derrière, on ne peut pas vous montrer les magnifiques... Ça y est, merci. Pardon Michel. Et donc D'accord. J'avais très envie qu'il y ait un témoignage de ce qui se passe en Ukraine. Et j'ai eu plusieurs textes, des textes russes, et je trouvais que c'était un peu indécent de faire parler des Russes de la guerre en Ukraine, que c'était vraiment les Ukrainiens qui devaient en parler. Et un jour, Françoise Nyssen m'a appelé pour me dire que quelqu'un venait de lui donner comme conseil d'éditer quelque chose dont elle ne savait pas très bien ce que c'était, qui était le journal de deux sœurs ukrainiennes qui étaient dans le Monde magazine toutes les semaines. Et il y avait une journaliste française qui s'était occupée de tout cet assemblage. Et donc j'avais déjà lu une grande partie des textes et j'ai trouvé que c'était absolument le livre qu'il fallait faire parce que c'était l'histoire de deux personnes, une sœur qui était à Paris, une sœur qui était à Kiev, qui racontait ce qui était en train de se passer et qui racontait surtout quel était le ressenti de quelqu'un qui est à Paris et qui entend ce qui se passe dans sa famille en Ukraine. Et du coup, on était pris dans une histoire qui, toutes les semaines, revenait, et c'était l'histoire des gens qu'on petit à petit, ont commencé à connaître. Et je trouvais que ce parti pris de rester dans l'intime était tout à fait extraordinaire parce qu'il y avait tout à la fois. Il y avait l'horreur de la guerre, il y avait l'horreur d'être bombardé toutes les nuits, tout ce qui peut se passer dans une guerre, plus il y avait pour nous un peu comme je me souviens, si on le lit aujourd'hui, il y a plein de souvenirs qui remontent de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu, etc. Donc je pensais vraiment à un livre tout à fait extraordinaire sur qu'est-ce que c'est vivre une guerre, qu'est-ce qui se passe dans l'intime et qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Et je trouvais que pour ça, c'était absolument essentiel que ce livre paraisse, et surtout aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Et évidemment, il y a 2 jours, on a pu penser peut-être que la guerre allait s'arrêter, ou en tout cas allait changer. Et j'ai des amis ukrainiens dans mon village, tout le monde était très content, puis tout s'est écroulé, tous les espoirs d'une rapide fin. Voilà, donc je laisse la parole maintenant aux comédiens. Grand merci Michel, les comédiens vont nous faire découvrir le texte. Merci. Jeudi 24 février. Sacha. On a été réveillés par le son de bombardement. Toute la journée, on a fait des courses et nos bagages. On imagine toutes les possibilités, rester ou partir, prendre des trucs ou les laisser, demeurer auprès des plus âgés ou se sauver nous-mêmes. Ma mère n'habite pas très loin, elle a fait ses valises et elle est venue dans l'appartement où je vis avec Victor, mon compagnon. Papa, qui habite dans un autre quartier avec sa femme, est descendu se réfugier dans le métro. Ma grand-mère est chez elle, avec ma tante handicapée, elles ne peuvent pas descendre pour s'abriter. Avec Victor et maman, quand on a entendu les 3 sirènes, on est allé dans l'abri qui est près de chez nous. Il date de la Seconde Guerre mondiale, il est très vieux, il y avait du monde. J'ai pas envie d'y retourner.
Mais bonne nouvelle, on a Internet. J'ai réussi à promener mon bulldog français en bas de l'immeuble. On va quitter l'Ukraine, on n'a pas le choix. Olga nous attend en France. Olga. Ce matin, sur l'écran de mon téléphone, j'ai vu les yeux terrifiés de ma petite sœur. Je ne sais pas quoi faire. J'y vais. Yanis, mon copain, qui n'est pas ukrainien, me dit que c'est ridicule, que je dois rester pour les accueillir, en France. J'ai eu plusieurs fois ma mère au téléphone. Elle est persuadée que Poutine est déjà surpris de cette résistance des Ukrainiens. Elle dit que les Russes vont sortir dans la rue. Ma grand-mère de 85 ans relativise tout ce qui se passe. Elle a déjà traversé une guerre. Elle s'était déjà cachée dans un bunker quand elle avait 5 ou 6 ans. Elle me rappelle qu'on appelait la Russie et l'Ukraine les républiques sœurs. Mais une sœur, c'est pas censé te faire ça. Et Sacha qui ne répond pas depuis 1h30, ça m'énerve. Je veux savoir tout le temps ce que chacun fait. Je suis plus calme si je sais. Je n'arrête pas de regarder les infos, le site de la présidence, le site de la mairie de Kiev, la chaîne indépendante en biélorusse, Belsat TV, Instagram, Facebook. Je ne vais pas réussir à dormir. Samedi 26 février. Sacha. Notre routine s'organise. Dormir, manger et prendre une douche. On commence à avoir notre emploi du temps de guerre. Le matin, on fait le tour de toute notre famille, nos proches, nos amis. On prépare à manger, puis on organise tout pour la nuit que l'on passe au sous-sol au cas où les sirènes retentissent. Parfois, je monte à l'appartement. Finalement, on a changé d'avis, on ne partira pas. C'est bizarre, mais je suis contente d'être à Kiev, je me sens bien, c'est ma ville. Je me sentirais mal d'être ailleurs. On espère que les forces ukrainiennes vont bien se battre, même si tu ne peux pas souhaiter que quelqu'un se batte bien dans une vie normale en 2022. On est fiers de notre président. Zelensky est devenu un symbole de liberté, une légende pour tous les gens que je connais à Kiev. Qu'ils aient voté pour lui ou non, il est avec nous, je le sens très très proche de nous. Mardi 1er mars. Olga. J'ouvre les yeux et la boule au ventre revient. Cette nuit, pour la première fois, je me suis permis de mettre mon portable en mode silencieux. Hier, Sacha m'a confirmé qu'il ne voulait vraiment pas partir, qu'il souhaitait rester et se rendre utile. Mon cœur est coupé en deux, mais je pense que j'aurais fait pareil si j'étais avec eux. Je viens de regarder les nouvelles. Kharkiv, des enfants sont décédés, une base militaire explosée, 70 morts. Je me sens tellement impuissante, sans force. Mercredi 2 mars. Sacha. Ici à Kiev, on se prépare pour l'attaque. Maintenant, on voit ce dont les Russes sont capables. Tuer les civils, tuer un peuple. Des femmes mortes, des enfants morts, des gens dans la rue blessés, sans jambes ni bras. On voit tout cela dans les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Ils détruisent nos villes et la vie normale qu'on a eue ici en Ukraine. Dans notre abri, on est tous sur nos smartphones. On suit les nouvelles sur les dizaines de chats sur Telegram et Insta. À Kiev, des magasins sont ouverts, mais pas tous. Les pharmacies ne travaillent plus, on fait appel à des volontaires qui circulent pour récolter et apporter les médicaments. Toute la journée, avec ma copine Yana et ma mère, on a fait des crêpes pour l'armée, des centaines de crêpes. Dans la résidence, tout le monde prépare à manger à nos soldats et aux civils de la défense territoriale. Mardi 8 mars. Olga. Pour la première fois depuis le début de la guerre, ma mère m'a envoyé un message en disant qu'elle comprenait que je souffrais ici, autant, voire plus que là-bas. Elle ne m'avait jamais dit ça. Ses autres messages étaient informationnels, elle répétait « tout va bien, tout va bien ». Ça m'a fait tellement du bien de voir que maman comprend que je ressens les mêmes choses que je regarde les mêmes images que, même si je suis loin, ici, toute seule, de tout mon cœur, j'aimerais être avec eux. Sacha. Il neige tout le temps, on a toujours froid. Notre quotidien nous paraît déjà ordinaire. Nous dormons à 4 dans une chambre. Nous préparons les repas pour les soldats de l'armée et ceux de la défense territoriale. Nous passons des heures dans le parking pendant les sirènes des attaques aériennes. Hier soir, on a quand même joué aux cartes, au bridge, et on a bu le cognac qui nous restait pour oublier tout ce qu'on a vu et su pendant la journée. J'ai commencé à chercher du travail. Il y a des chaînes Telegram qui relaient des offres de télétravail venant d'organisations nationales et étrangères. On essaye de planifier le futur, on dirait.
Mercredi 9 mars, Olga. Hier, ils ont bombardé une maternité et un hôpital pour enfants à Mariupol. Mais qui fait ça? Tous les jours, je bois un peu de vin pour oublier et détendre la boule que j'ai au ventre. Mercredi 16 mars. Sacha. Couvre-feu toute la journée. On reste à la résidence, plongé dans Instagram et Telegram, au milieu des sirènes et des explosions. N'importe quel son de la rue, voitures, travaux, etc. nous fige. Je ne sais pas combien de temps on mettra à se refaire au son de la ville normale après la guerre. C'est affreux de s'habituer à n'avoir jamais le cœur en place. On commence à maigrir. On sort quand même dans la cour intérieure de l'immeuble avec Yana et le chien. On se prépare du thé et on se met au soleil. On entend les détonations au loin. Samedi 2 avril, Olga. Je suis allé plusieurs fois en Russie dans ma vie. Comme l'ukrainien, le russe est une langue maternelle pour moi. Je parle russe avec ma mère et ma sœur depuis ma naissance. Mais ce soir, j'ai repensé à un voyage en particulier. Quand j'avais 18 ou 19 ans, j'y étais avec ma chorale ukrainienne. J'étais accueilli dans une famille moscovite. La mère, le père, la babouchka et la fille étaient vraiment très gentils. Un jour à table, le papa m'a reprise en me disant que mon accent était très drôle. Il a rigolé et a ajouté que c'était normal pour les chochol. C'est le surnom familier et méprisant que les Russes ont donné aux Ukrainiens. J'ai senti à ce moment-là que j'étais considéré comme quelqu'un d'inférieur, que je ne pouvais pas prétendre être à leur niveau, faire partie d'un grand peuple qui parle la vraie langue avec le bon accent. Je me souviens du sentiment d'infériorité que j'ai ressenti. Et j'ai compris que, même dans une famille de Russes aussi gentils, ils nous prendraient toujours pour un sous-peuple, un petit frère un peu simplet. Ma grand-mère maternelle m'a rappelé aujourd'hui que, sous Staline, ils n'avaient pas le droit de parler ukrainien. Avant cela, ils étaient aussi persécutés. Mon arrière-arrière-grand-père était un propriétaire terrien. Il a été déporté en Russie et le parti a récupéré tout ce qu'il avait. Puis la famille est devenue pauvre. Vendredi 8 avril. Sacha. On a eu une énorme dispute avec Victor ce matin. Finalement, je ne reviens pas chez nous, on se sépare. Pour le moment ou pour toujours. On ne peut plus vivre ensemble. J'ai lu une analyse sur la vie de couple pendant des événements tragiques et stressants comme une guerre. En gros, ça dit que les problèmes cachés dans la vie normale deviennent plus durs et agressifs dans un tel contexte et que l'intelligence émotionnelle ne marche plus. Alors, on se sépare, même si pendant une guerre, se séparer de ses proches peut sembler absurde et fou. Kramatorsk. Les 2 missiles balistiques ont tué des gens à la gare, des gens qui fuyaient le pays. Je reste muette toute la journée. Il n'y a plus ni mots, ni pensée, je ne suis que le vide total. Mercredi 13 avril, Olga. J'ai décidé de noter des extraits de tous les témoignages terrifiants que je lis. Une fille de 14 ans a été violée par 5 soldats russes. Elle est enceinte maintenant. J'ai envie de vomir. 2 occupants russes ont violé une femme enceinte de 20 ans. Elle a perdu son bébé. Je les hais. J'ai envie de les tuer. Il y a aussi cet enregistrement capté par le SBU, le service de sécurité ukrainien, d'une conversation téléphonique entre un Russe et sa femme. Vas-y, viole les meufs ukrainiennes, mais ne me raconte pas après pour que je sache, et utilise une protection. Cette femme, donc, donne à son mec la permission de violer. Mais qu'arrive-t-il à ce peuple? Leur code génétique a-t-il été déformé? Jeudi 14 avril. Sacha. La situation à Kiev a changé. Les gens reviennent, on voit plus de voitures dans les rues, les barricades sont moins nombreuses, on ouvre les ponts.
on relance les transports. Pourtant, dans les journaux, on lit que les menaces de roquettes russes sur la ville sont bien réelles. En tout cas, les missiles ne cessent de tomber à Kharkiv, à Lugansk et à Donetsk, et même à Mariupol, où la ville est complètement détruite et où des milliers de morts sont probablement sous les décombres. 13 crématoriums mobiles tournent dans la ville, et des témoignages disent que les soldats russes y brûlent les corps des civils pour éviter de porter la responsabilité de ces crimes. Ce soir, la situation est difficile. Les sirènes hurlent toutes les heures. Des avions et des roquettes qui viennent de Biélorussie. Je passe des heures dans le couloir avec mon chien. Je ne descends pas au parking toute seule, mais j'essaie de rester debout et prête. Je n'ai pas trop peur, j'ai bu une demi-bouteille de vin. Demain, je préparerai une valise au cas où il faille partir vite. Dans la rue, le calme est stupéfiant. Merci beaucoup. Sylvie Fenzac, je propose que tu prennes la suite. Bonjour à tous. Vas-y, vas-y. Oui, là, ça marche cette fois. Bonjour à tous. Alors donc, il s'agit d'un témoignage intitulé « Derrière la clôture verte, survivre à Treblinka » de Richard Glazard. Alors tout d'abord, un petit mot sur Treblinka, qui a plusieurs spécificités. C'était un camp isolé au nord-est de Varsovie, à quelques dizaines de kilomètres. Un camp de petite taille, puisqu'il comptait 24 hectares, c'est-à-dire la taille d'une exploitation agricole moyenne. Et Treblinka constitue avec Belzec et Sobibor l'un des 3 camps de ce qu'on a appelé l'Aktion Reinhardt. L'Aktion Reinhardt, c'était l'extermination des Juifs de Pologne, ce qu'ils appelaient rendre la Pologne Judenrein. Voilà. Il faut savoir qu'à Treblinka régnait le chaos, mais en même temps que le chaos régnait une efficacité extrême, en même temps que le chaos et l'horreur d'ailleurs. À savoir qu'en 400 jours ont été assassinés entre 900 000 et 1 million de Juifs. Par comparaison, à Auschwitz, en 4 ans, 1 100 000 Juifs ont été exterminés. Alors Glazard, c'est donc un survivant. Et il a lui aussi quelques spécificités. C'est un jeune juif tchèque. Il y a surtout des juifs polonais à Treblinka, mais pas seulement. Il y a aussi des juifs bulgares, quelques juifs allemands et quelques juifs tchèques. Il est originaire de Prague, il appartient à la classe moyenne. Il a d'abord été déporté à Theresienstadt en septembre 1942, puis à Treblinka en octobre. Et là, en fait, il est repéré, il est extrait du lot et il est assigné à ce qu'on appelait le travail de tri. Il y avait 2 camps à Treblinka, le camp 1 où était effectué le tri de toutes les affaires et le camp 2 qui était le camp de la mort et de l'après-mort. Alors, il va relater le quotidien de Treblinka, c'est-à-dire l'arrivée des convois, le fonctionnement de la sélection, la récupération des biens, le trafic des officiers, il y en a énormément, l'épidémie de typhus, l'horreur du camp 2, justement, ce fameux camp de la mort et de l'après-mort, la solidarité entre détenus, et bien entendu la révolte qui va avoir lieu en août 1943 et son évasion. D'ailleurs, une évasion de dizaines de détenus. Il y a quand même eu plusieurs dizaines d'ailleurs de survivants. Richard Glazard, en fait, c'est le seul témoin de Treblinka qui vient de l'Ouest. Les autres témoignages publiés sont des témoignages de juifs polonais. Et il est doté étonnamment, on va dire, de qualités littéraires. J'ai du mal à les nommer autrement parce qu'il a vraiment quelque chose de très particulier. C'est-à-dire une adéquation assez impressionnante entre sa façon de relater et son vécu. Il y a, parmi justement ces particularités, des suites d'arrêts sur image, comme ça. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez étonnant. Vous avez vraiment l'impression que vous voyez ce qui se passe.
Et puis aussi des moments de ce qu'on pourrait appeler, ce qui s'appelle d'ailleurs du flux de conscience, c'est-à-dire où il se parle à lui-même, où il se fustige souvent, il estime qu'il n'a pas assez de courage, alors que c'est plutôt un homme courageux, pas assez de courage justement pour rentrer dans l'art des Allemands, où il se désole et où il se moque. Parce que Glazar a beaucoup d'humour, étonnamment, et évidemment un humour noir. Il est considéré en fait comme, par les historiens, mais pas seulement, je dirais par les gens qui l'ont approché, comme un des témoins les plus fiables qui soient, même extraordinairement fiables. Il a participé aux 2 procès de Treblinka qui ont eu lieu à Düsseldorf en 64 et en 70. Et Claude Lanzmann, qui l'a filmé dans Shoah, où il apparaît 3 fois, le considère lui aussi comme un témoin infiniment fiable et intéressant. Je peux juste ajouter une chose ou... Une chose et après il faut qu'on enchaîne. D'accord. Juste vous dire qu'il y a la préface d'une historienne, une spécialiste de Treblinka, elle s'appelle Micha Lauser-Gans, et je pense que sa préface met en perspective vraiment tout ce qu'il faut mettre en perspective, et de façon à la fois riche et simple. Voilà. Merci Sylvie. Avant de voir la vidéo de Ali Laïdi, est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur le livre « La Chine, une machine de guerre économique » ? Oui, 2 mots plutôt d'Ali, d'ailleurs, Ali Laïdi. En fait, Ali Laïdi, il conjugue... il est à la fois chercheur et journaliste. Journaliste à France 24, chercheur en intelligence économique et en guerre économique. Et donc, ça lui donne une façon d'enquêter qui n'appartient qu'à lui, au sens où elle est évidemment assez profonde. Et il a rencontré, il va vous le dire dans sa vidéo, énormément de personnes pour pouvoir écrire ce livre. Et vous dire aussi que sa façon d'écrire est à la fois simple et éminemment pédagogique. Vraiment, ça c'est une de ses qualités. Il est très très pédagogique. Voilà, voilà, je crois que c'est... Merci, on va regarder la vidéo, merci. Donc bonjour à tous et à toutes. Je pense que ce qu'il faut comprendre pour ce livre, c'est 2 choses principales. C'est d'abord, le sujet est unique. Il n'y a pas de livre sur ce sujet, ni dans le monde anglo-saxon, ni dans le monde francophone. Et d'autre part, je pense qu'il faut tout de suite comprendre que ce n'est pas du tout un livre de géopolitique, comme il y en a beaucoup et de très haut niveau. Donc je ne parle pas des relations internationales entre la Chine, l'Europe ou les États-Unis d'un point de vue géopolitique, mais je vais vraiment dans l'appareil de sécurité économique de la Chine, et donc je vais parler de la stratégie, de la doctrine, de la manière dont les Chinois mènent la guerre économique depuis un certain nombre de décennies. J'ai découpé mon livre en 4 parties. La première était d'emblée s'imposait. Il fallait faire un retour sur l'histoire pour comprendre d'où venaient les stratégies d'intelligence économique, de guerre économique de la Chine. Donc je suis allé jusque à la période impériale, même avant la période impériale, puisque un auteur comme Sun Tzu, qui est évident, mais qui n'est pas le seul, il appartient à l'époque des royaumes combattants, donc quasiment 4 ou 5 siècles avant notre ère. Donc l'important de l'histoire, c'est aussi pour montrer la continuité historique de la réflexion stratégique de la Chine. Et puis aussi un petit peu d'histoire plus contemporaine pour montrer tout simplement que les Chinois sont arrivés soit aux États-Unis, soit en France à partir de la libération de 80 à travers Deng Xiaoping pour aller chercher la connaissance en termes d'intelligence économique chez nous les Français, chez les Allemands, chez les Américains. Il se trouve que c'est nous, Français, qui avons sans doute ouvert plus largement nos portes et c'est nous qui avons appris aux Chinois l'intelligence économique. Donc le livre est divisé en 4 parties. Cette première partie historique. La deuxième partie, j'ai voulu insister sur le fait de comprendre en gros si la Chine recherchait la puissance économique pour rester la Chine, c'est-à-dire une vieille civilisation avec ses coutumes, ses mœurs, ses habitudes, etc. Ou au contraire, si la Chine recherchait la puissance économique pour dominer le monde. Et donc là, évidemment, j'ai des chapitres sur Xi Jinping qui marquent
très clairement une rupture, une césure dans la doctrine et dans la stratégie économique de la Chine, mais aussi je parle des nouvelles routes de la soie, c'est d'ailleurs lui qui les a lancées à son arrivée en 2013. Puis la troisième partie, elle porte là vraiment sur le cœur du livre, c'est-à-dire les armes de la guerre économique utilisée par la Chine. Alors d'abord le protectionnisme. À l'entrée en 2001 dans l'OMC, les Chinois ont utilisé du protectionnisme, se sont protégés, ont protégé leurs marchés, leurs entreprises, leurs industries. Mais ça va évidemment beaucoup plus loin dans les armes. C'est aussi l'espionnage économique très assumé, qui est un peu documenté par nos amis américains, mais pas dans la manière dont je l'ai fait, c'est-à-dire que je suis vraiment allé raconter des histoires, la manière dont les Chinois nous ont piqué les plans sur le TGV, sur les centrales nucléaires, sur un certain nombre de produits, comment ils ont réussi à nous substituer tout ce qui est secret industriel. Et puis évidemment, je présente l'ensemble de l'appareil d'État qui se met au service de la sécurité et de la stratégie économique de la Chine. Et là, je parle des différentes agences, des ministères, du président chinois, Xi Jinping, qui est le premier guerrier économique de la Chine. Puis après, je vais un petit peu plus loin, j'ai des chapitres sur Huawei, etc. Et également sur la manière dont la Chine infiltre les laboratoires, les amphithéâtres, à la fois en France, en Europe, mais également aux États-Unis, où là encore, c'est assez enquêté. Enfin, la quatrième partie, elle était importante aussi parce qu'il fallait voir et comprendre la réaction d'abord des États-Unis, qui a été une réaction radicale, c'est-à-dire que très clairement, l'administration américaine, qu'elle soit républicaine à partir de Trump ou démocrate avec Joe Biden, a décidé tout simplement de déterrer la hache de guerre et mène une guerre technologique, une guerre économique à la Chine. Donc du côté des États-Unis, c'est clair. Du côté européen, c'est moins clair, c'est plus flou. On ne sait pas comment se positionner. On parle d'une Chine qui est à la fois un partenaire, un concurrent et en même temps un rival systémique. Évidemment, tout ça, c'est confus, c'est flou. Donc l'Europe n'arrive pas à se positionner. Et donc à partir du moment où l'Europe n'arrive pas à se positionner, elle ne met pas en place les armes nécessaires pour faire face aux défis, aux enjeux de guerre économique posés par la Chine. Et je conclus sans doute par quelque chose de très important. Je montre que la Chine n'est pas un guerrier économique différent des autres. La Chine n'a fait que suivre avec les mêmes armes économiques que celles qui ont été utilisées par nous, les Occidentaux, en particulier par les Japonais, par les Américains et par nous-mêmes. Donc la Chine ne fait que suivre, que se battre avec ces armes-là. Je pense qu'il faut accepter la puissance chinoise, il faut faire une place à la puissance chinoise, et la guerre économique proposée par Washington contre Pékin n'y changera pas grand-chose. Merci. On va clôturer cette première tranche, Sylvie, avec Earth for All, le Club de Rome. T'as ton micro à la main. Ah oui, le micro, ça sera beaucoup mieux. Voilà. J'imagine que vous avez vendu l'an dernier, en tout cas un certain nombre d'entre vous, le rapport au Club de Rome de 72, les limites à la croissance, qui a été ressorti par un éditeur ou deux d'ailleurs. Alors pourquoi je vous parle de ce rapport-là ? Tout simplement parce que celui que nous allons sortir est le nouveau rapport au Club de Rome. Je dirais qu'il a la même importance que celui de 72. Il y en a eu quelques-uns entre-temps, mais celui-ci formalise des choses d'une façon qui n'a jamais été faite auparavant. Il y a c'est sous l'égide à nouveau du Club de Rome. Il y a 4 organismes internationaux qui patronnent, on va dire, ce projet, et c'est une mise en commun de compétences et de réflexions de penseurs et de chercheurs parmi les plus légitimes. Ceux que vous avez peut-être vus là sont les 6 principaux. Il y en a un qui est assez génial, qui est Johan Rockström. Je ne sais pas si le concept des limites planétaires vous dit quelque chose, mais c'est celui qui a formalisé avec son équipe ce concept, qui est aujourd'hui un concept opératoire de façon internationale. Earth for All, c'est quoi ? C'est pas attention, il y a des problèmes avec le climat. Non, ça, c'est sûr et certain. Donc, il s'appuie sur un socle scientifique, celui du GIEC et celui des limites planétaires.
Et à partir de là, ils ont élaboré des scénarios. Il y en avait 12 dans le rapport de 72. Là, il y en a moins, volontairement, parce que finalement, le modèle de dynamique des systèmes, ils ont travaillé avec un modèle de dynamique des systèmes avec lequel ils ont travaillé, est extrêmement perfectionné, c'est-à-dire c'est 10 ans d'élaboration. Et pour vous donner une idée, c'est un modèle qui est capable de prendre en charge 800 interactions. À savoir que pour la première fois, ce qui va être intéressant, c'est que ça travaille sur les interactions des différentes crises environnementales, sociales, économiques, etc. Donc, leurs 2 scénarios, c'est trop peu, trop tard et le pas de géant. Avec ensuite 5 changements de cap à amorcer tout de suite et qui verront leurs résultats arriver au milieu du siècle. Donc, en conclusion, d'accord. Alors, en conclusion, d'abord, c'est un ouvrage essentiellement socio-économique, hein. Ça c'est très important. D'ailleurs, que Piketty a d'ailleurs beaucoup aimé. C'est une feuille de route qui répond à comment gérer les changements de système dont nous avons besoin, comment gérer les complexités qui l'accompagnent, comment engager constructivement toutes les parties prenantes, comment séquencer les actions des différents acteurs, comment prioriser les transformations stratégiques, mesurer les impacts et atténuer les risques. Voilà. Il travaille énormément sur la question des inégalités que la crise climatique va rendre d'autant plus cruciale. Fini. Merci beaucoup, Grazie. Sylvie. Merci. Allez Stéphane, c'est reparti. Retour de vacances, clac, 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 on y va. La fabrique des animaux, collection cahier de l'Art Faber. Bonjour. Alors, pas besoin de présenter Yann Arthus Bertrand, on le connaît depuis longtemps. On connaît aussi la série qu'il avait initiée dans les années 90 sur les animaux réalisés dans le cadre du Salon de l'Agriculture, entre les hommes et leurs bêtes, les bêtes et leurs animaux. Il joue sur le flou entre les humains et les animaux. Il les met au même niveau et c'est ce qui rend son travail extrêmement touchant. Et plein d'humanité ou plein d'animalité, on ne sait plus trop, et c'est ça qui est vraiment très, très intéressant. On a souhaité revisiter son travail avec le laboratoire Art et Entreprise de l'Université Panthéon-Assas, avec laquelle on a développé un partenariat sur ces cahiers de l'Art Faber. Voilà, ce sera le premier cahier de cette série. Yann Arthus Bertrand, accompagné de toute une pléiade d'experts, de sommités. Je cite comme ça, par exemple, Éric Baratet, qui est vraiment l'historien des animaux, qui est vraiment en pointe actuellement dans le domaine. Et chacun de ces experts apporte son regard et sa contribution originale sur le travail d'Arthus Bertrand. On va passer à Lionel Astruc et son récit activiste, Les 7 cabanes. Voilà, Lionel Astruc, c'est un collaborateur de longue date d'Actes Sud. Il a écrit de nombreux ouvrages. Il est journaliste, il est reporter, compagnon de Pierre Rabhi, de Cyril Dion. Et là, avec ce texte-là, il nous propose un récit activiste. En fait, il a romancé une histoire vraie d'une bande d'amis qui décide de tenter de vivre sans filet, en brûlant leurs papiers, en déchirant leurs cartes bleues, sans argent, sans couverture sociale, sans rien du tout. Et en misant tout sur la solidarité. Alors ils vivent dans les marges, les interstices de notre société, dans des usines désaffectées, dans des cabanes perchées dans les arbres.
Et ça se passe plutôt bien jusqu'au jour où il souhaite changer d'échelle, de passer à l'échelle supérieure. Et là, à ce moment-là, les autorités mettent leur grain de sel là-dedans. Donc je dévoile pas la fin de l'histoire, mais voilà, c'est un récit vrai. Ça se lit comme un roman. C'est un roman, mais sauf que tout est vrai. Et on le sort dans la collection Domaine du possible parce que Lionel a déjà contribué plusieurs fois à cette collection. Et parce qu'on ressort, quand on referme le livre, on a vraiment l'impression, on a envie d'être avec eux, et on se rend compte que voilà, il est possible de changer de monde. Et c'est vraiment l'ADN de cette collection Domaine du possible. Lionel habite à Villard-de-Lans et il sera ravi, il sera en rencontre, on va faire des dizaines de rencontres puisqu'il veut partir avec son vélo à la rencontre de plein de gens et notamment de tous ces lieux qui émergent un peu partout en France. Donc ne pas hésiter à me contacter pour le faire venir dans vos librairies. Voilà. Oui, c'est ça. Avec Françoise, vous organisez tout un tour de France à vélo en septembre-octobre. Oui, la Bretagne, le Sud-Ouest, le centre, partout. Alors, les 20 ans de Terre de Liens, Mathilde, que se passe-t-il de ce côté-là? Oui, alors, Paysans et citoyens, en fait, c'est une enquête. C'est une enquête qui se fonde sur un paradoxe tout simple. Il y a une génération d'agriculteurs vieillissants qui s'apprêtent à partir à la retraite et qui a du mal à trouver des repreneurs. On parle de 200 fermes qui disparaissent par semaine depuis 10 ans. Et en même temps, plus de 200 ou 300 projets portés par des nouveaux agriculteurs qui n'arrivent pas à voir le jour, faute de moyens d'acheter des terres. Donc, alors qu'on présente souvent, même dans la presse, la crise agricole qu'on traverse comme une crise de la vocation, un phénomène de déprise pour le monde agricole qui n'attirerait plus les jeunes, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est une crise foncière, une crise d'accès à la terre. En fait, depuis 50 ans, les subventions vont aux plus grandes parcelles. Donc, le nombre de parcelles diminue, les parcelles s'agrandissent et ça devient de plus en plus cher d'acquérir ces parcelles. Et en fait, ce qui est particulièrement lumineux à la lecture, c'est qu'on se rend compte à quel point notre modèle agricole est lié à notre modèle foncier. Puisque, évidemment, si on a une parcelle de 125 hectares, c'est beaucoup plus pratique de la mettre en monoculture, de répandre tout un tas de produits phytosanitaires et d'engrais minéraux pour la récolter. Donc Véronique Duval est partie à la rencontre de ceux qui ont réussi, malgré toutes les embûches, à installer leur petite ferme à une échelle familiale, locale. En général, ce sont des fermes qui optent pour d'autres modalités d'accès à la terre. C'est-à-dire qu'on ne connaît que la propriété privée, mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. L'achat collectif, l'association, c'est ce que promeut l'association Terre de Liens dont tu parlais. C'est leurs 20 ans, leurs 20 ans cette année. Et une partie du texte a été écrit en collaboration avec eux. Alors c'est très drôle parce qu'on assiste en fait à toutes les arrière-salles, dans les comités agricoles, toutes les délibérations à l'arrière des mairies. Et ce livre nous fournit, enfin pas spécialement à nous, mais à tous ceux qui ont l'envie de se rapprocher de la terre, des outils politiques et juridiques pour pouvoir contourner le système de grands propriétaires fonciers. Donc pour finir, c'est une autrice qui vient du monde du documentaire, Véronique Duval, et elle a gardé, je pense, de ce passage un espèce d'intérêt pour les visages humains. En fait, on retient beaucoup les histoires de la bergère qui a réussi à s'occuper de ses brebis, le fromager, voilà. Donc c'est un très beau livre. Je ne sais pas si vous avez vu passer les photos. Voilà, qui donne en fait de l'espoir en dehors de donner des armes. Non, mais c'est vrai, en dehors de donner des armes politiques et juridiques, on se rend compte que c'est possible, quoi. Voilà. Tout ça, c'est possible grâce aux citoyens qui, grâce à cette foncière Terre de Liens, ont mis leurs économies, ont pu acheter du foncier et installer des paysans qui n'avaient pas les moyens de pouvoir s'installer. Voilà. C'est ça. Et donc, il y aura, dans le cadre des 20 ans de Terre de Liens, il va y avoir un certain nombre d'événements un peu partout en France. Et Véronique Duval y participera. Et elle est bien entendu aussi ravie de venir témoigner en librairie. On va rebasculer du côté de Monde Sauvage. Oui, et c'est un livre dans la collection Domaine du possible aussi, comme le livre de Lionel Astruc. La collection Monde Sauvage, hein, vous la connaissez, vous la portez, c'est génial. Et là, je vais vous parler de Céline Curiol, que vous connaissez aussi comme romancière, qui a écrit de nombreux romans
publié par Actes Sud. Et c'est vrai que Monde Sauvage, Céline Curiol, l'équation paraît étonnante. En fait, tout est né d'une discussion il y a quelques années avec Wilfried Nsondé, un autre romancier d'Actes Sud. Et on se faisait la réflexion que dans Monde Sauvage, on pousse les scientifiques à écrire, à soigner le travail d'écriture, à soigner le récit et le style. Et on se disait avec Wilfried, mais si on inversait la chose et qu'on demandait aux professionnels, aux spécialistes du récit et du style de s'immerger à leur tour en milieu sauvage et scientifique. Et Wilfried a été le premier à relever le défi. Et vous connaissez son livre, Héliocéra, fille des abysses, qui raconte 6 semaines d'embarquement à bord de la goélette Tara, au cœur du Pacifique. Et la deuxième à tenter l'expérience, c'était donc Céline Curiol. Et elle a été moins loin, ça paraît moins exotique. Elle a passé 6 semaines entre l'automne 2021 et l'été 2022, toute seule dans une cabane isolée au milieu des marais de la Camargue. Pour une pure parisienne comme elle, c'était un vrai challenge, au milieu des moustiques, des taureaux, des sangliers, des grenouilles et des butors étoilés. Et elle en est revenue avec un récit. Wilfried avait opté pour le roman. Elle a opté plutôt pour le récit intimiste, immersif, où elle raconte avec son style extrêmement précis, extrêmement pur, mais très poétique aussi, parfois très cru, où elle raconte son contact avec ce sauvage qui était jusque dans son lit, jusque dans la cabane elle-même, et ses rapports avec les scientifiques qui étudient et qui protègent cette réserve. Et c'est au fil de son récit, elle développe toute une réflexion sur qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que le sauvage. Mais peut-être qu'on peut lui laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline Curiol et je voudrais vous dire quelques mots de ce livre, Invasive ou l'épreuve d'une réserve naturelle. Alors en 2021, j'intervenais au Festival Agir pour le Vivant lorsque Stéphane Durand, l'éditeur de la collection Monde Sauvage, m'a approché. Bonjour, est-ce que ça vous dirait d'aller vivre dans une cabane au fond d'une réserve naturelle ? Alors certes, je m'intéressais aux questions écologiques, certes, je cherchais des moyens de rapprocher littérature et nature pour faire en sorte que la première contribue à sauver la seconde, mais bon, aller habiter dans une cabane seule de surcroît au milieu de nulle part, cela semblait dépasser mes compétences. Alors d'abord, j'ai eu la trouille, moi qui ai dû faire du camping une fois dans ma vie. J'étais une urbaine de nature, si je puis dire. J'avais vécu dans des métropoles, New York, Londres, Buenos Aires, Paris, et je n'étais pas particulièrement à l'aise avec tout ce qui rampe ou qui possède plus de 4 pattes. Mais j'ai fini par dire oui à Stéphane Durand et grand bien m'en a pris. Je sais maintenant que ce que j'ai connu dans la réserve des Marais du Viguera en Camargue fut exceptionnel à plus d'un titre. D'abord parce que sur une période d'1 an, j'y ai passé plus de 6 semaines en immersion totale. J'y ai habité seule dans des conditions assez précaires, tout en disposant d'un contact quotidien constant avec toutes les espèces animales et végétales de ce lieu unique. Ceci fut aussi l'occasion de nouer des liens avec les gardes de la réserve, dont je ne connaissais ni le métier, ni les préoccupations quotidiennes, ni les engagements d'ailleurs. Au final, cette expérience à la fois écologique, poétique, physique, psychique, m'a vraiment changé. Et de tout cela, j'ai voulu composer un livre qui n'est pas un roman, mais un récit à visée d'aventure, mais aussi à visée littéraire. Ce livre, il a fallu lui inventer une cohérence qui n'a pas été facile, tant foisonnaient au départ les surprises, les découvertes, les sensations. Mais assez tôt, on m'a parlé du grave problème des invasives dans la réserve et j'ai voulu en faire l'axe principal de ce livre. Déjà, les invasives, ce mot m'impressionnait. Et puis, c'était quoi, les invasives ? Des plantes, des animaux qui n'avaient rien à faire là, a priori, mais qui étaient pourtant. Alors, contradiction. Et puis, bon, l'invasive, c'était aussi un peu moi dans cette réserve. Donc cette notion d'invasive, son histoire, son utilisation contemporaine, ses limites, m'ont vraiment passionnée et ont servi de fil rouge à l'écriture de ce livre. Un livre que je me réjouis vraiment de présenter à la rentrée parce qu'il est né d'une expérience véritable de ce lieu particulier. D'ailleurs, en exergue du texte, j'ai voulu inscrire une citation de Ronald Lang qui dit « Si notre expérience est détruite, notre comportement sera destructeur ».
outre d'être le récit d'une aventure écologique et poétique, outre d'être une réflexion philosophique et scientifique sur ce qu'est vivre dans un milieu, eh bien ce livre est aussi une invitation à faire l'expérience brute de nos rapports les plus profonds avec le vivant. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci Céline. Et comme un monde sauvage n'arrive jamais seul... Alors le deuxième monde sauvage de cet automne s'intitule Le vivant et la révolution. Ce projet, en fait, c'est une traduction. On fait très peu de traductions dans Monde sauvage, mais là c'est une traduction parce qu'il nous a paru important lors d'une discussion avec Baptiste Morisot que vous connaissez. On s'est dit qu'on en avait un petit peu marre que Monde sauvage soit catalogué cuicui les petits oiseaux et les petites fleurs, que c'était pas assez politique. Pour nous, c'était évident que s'intéresser aux vivants était éminemment politique, mais c'était peut-être pas affirmé haut et clair et fort. Et il a attiré notre attention sur un livre écrit par deux Hollandais, donc les deux auteurs du livre, mais qui ont écrit en anglais, dans un domaine qui est très, très dynamique dans le monde anglo-saxon, des political ecology. Et leur thématique, leur propos, c'est de montrer que la conservation de la nature, la protection de la nature est très, très politique et que qu'il y a aujourd'hui, on observe deux façons de protéger la nature, mais qu'ils renvoient dos à dos. Les deux sont aussi mauvaises l'une que l'autre et eux proposent une troisième voie. Elles sont mauvaises d'après eux parce que il y a un point noir dans leur développement, qui est qu'aucune de ces deux stratégies de conservation de la nature ne s'attaque frontalement au capitalisme, et eux pensent que c'est vraiment le cœur du problème. Donc c'est un livre extrêmement pédagogique, très clair, qui met au point vraiment toute l'histoire de la conservation de la nature, la protection de la nature dans le monde. Donc ça permet de faire le point sur tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et ils vont plus loin puisqu'ils proposent leur propre stratégie qui est basée sur la convivialité chère à Ivan Illich. Et le livre est traduit par Antoine Chopeau. Antoine Chopeau, c'est un jeune philosophe de l'écologie politique qui est très actif dans la revue Terrestre et au soulèvement de la Terre. Donc c'est lui qui traduit le texte. Il a beaucoup échangé avec les auteurs. D'ailleurs, le livre est accompagné d'un entretien d'Antoine avec les deux auteurs. Le livre est préfacé par Antoine et Baptiste Morisot. Donc on a vraiment envie que ce livre fasse référence et lance un peu en France, dans le champ de la réflexion en France sur les politiques de la protection de l'environnement, lance ce champ-là qui est encore très balbutiant actuellement. Super, maintenant on va aller chez Cahiers Militant, le troisième du nom. Voilà, la Cahiers Militant, c'est une jeune collection à la couverture jaune pétante que vous connaissez, qui est une collection qui offre un espace d'expression aux jeunes militants, aux jeunes activistes engagés, motivés, pour s'exprimer à leur génération. Donc c'est vraiment une collection pour que des jeunes parlent aux jeunes en ayant tout un background scientifique, intellectuel, costaud. Et là, après les deux premiers, le troisième de la série, le troisième titre, c'est le jeune journaliste Valentin Pringuet, qui est vraiment un fan, comme beaucoup d'entre nous, de Jane Goodall. Et il est allé la voir parce qu'il était désemparé, et il lui a demandé qu'est-ce qu'on fait pour se reconnecter à la nature. Et elle lui a proposé d'aller rencontrer sa Dream Team, c'est-à-dire la dizaine de personnes avec laquelle, si elle avait les moyens politiques et économiques, de changer véritablement le monde. Et du coup, Valentin a pris son bâton de pèlerin et est allé rencontrer, outre Jane Goodall bien sûr, mais chacun de les 10 membres de la Dream Team de Jane Goodall. Et le livre est construit comme ça, comme une série de rencontres, d'entretiens,
entretien. Le livre est illustré par une grande fresque très dynamique de Tim McDonagh et magnifiquement mis en page par Christelle Fontes, qui a créé Cahiers militants, Monde sauvage, Voix de la terre, et j'en passe. Ça va, je suis dans les dents? T'es hyper dans les dents, si Ouais. tu veux même dire 3 mots de plus. Et puis on va terminer avec Voix de la terre, que lui vient seul quand il vient. Voilà, ça marche. Alors, naviguer sur les sentiers du vent. Imaginez, on fait une petite expérience de pensée, on est en 1769 sur une plage de sable noir à Tahiti, la plage de Matavai, et on assiste à une discussion entre un fils de paysan anglais et un seigneur maori. Ce fils de paysan anglais, c'est le commandant James Cook, et le seigneur maori, c'est juste le roi de Tahiti, Tupaya. Et ce sont 2 extraterrestres, ils viennent de 2 mondes différents, il n'y a aucun moyen de trouver un sujet de discussion commun. Et bien si, ils trouvent un sujet de discussion commun, c'est la mer, le vent, les vagues. Et en venant de cultures diamétralement opposées, ils trouvent le moyen de se mettre d'accord et d'échanger et de partager leurs expériences d'hommes de mer. Et c'est ce que raconte, c'est le point de départ d'Olivier Le Carré. Olivier Le Carré, c'est un écrivain de la mer qui a écrit une 12aine de livres. Il a été rédacteur en chef de la revue Bateau. Il a fait moult fois le tour du monde à la voile. Il a essayé des dizaines, des centaines, voire des milliers de bateaux. Il en a convoyé, il a fait des courses. Enfin voilà, c'est un homme de mer et c'est en même temps un écrivain de la mer. Et je résiste pas à vous lire un petit extrait qui donne bien l'esprit du livre, à la fois très profond, très poétique, et qui va bien dans cette collection Voix de la Terre. Il écrit « Écoutez la voix de l'eau, donc, mais aussi lire dans le ciel. Du coin de l'œil, je surveille le soleil qui me dit comment tourne la brise. Et si je fais durer le plaisir jusqu'à la nuit, les étoiles me raconteront ce soir encore une autre histoire, avec un souffle différent. Ici, je suis relié au vent, à la mer et aux astres par une infinité de fils entrecroisés. Et contrairement aux apparences, la Terre aussi me tient compagnie. Sa plus ou moins grande proximité, et même sa texture, se lissent à la forme que prennent les vagues. Réjouissant paradoxe. C'est peut-être loin du rivage que je me sens le plus solidement ancré dans notre planète. Dans ces univers mouvants, on hésite souvent, on se trompe parfois, mais peu importe, l'incertitude fait partie du jeu. On la goûte même pour les bienfaits qu'elle nous apporte. Plaisir de se perdre, salutaire rappel de nos limites, aimable mais ferme invitation à l'humilité. Apprivoiser, en somme, l'art de composer avec l'incertitude, sans doute le meilleur des vaccins contre cette crise de la sensibilité qui anesthésie nos sociétés. Un art dont les marins sont dépositaires depuis toujours et qu'il ne tient qu'à eux de préserver. Quel que soit le support, aller sur l'eau sans autre source d'énergie que le vent, les vagues ou son propre corps, va de pair avec regarder, écouter, sentir et essayer de comprendre. Regarder intensément, à la façon du poète. Voilà, et le livre est préfacé par une autre grande navigatrice, Isabelle Autissier. Merci. Et illustré par Sybille, son épouse. Et illustré par sa femme, Sybille Le Carré. Ils font un bon duo, ouais. Des très très belles illustrations à la plume. Merci Stéphane. On va rebasculer chez Payot pour parler d'un ouvrage qui s'appelle Terre-Mer. Alors là, je vais vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que personne ne connaît, d'un gros livre, 474 pages. Je vais essayer de le faire en improvisant un petit peu, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, et en moins de 3 minutes. On a du temps. Non, j'y tiens. Voilà. Et je tiens à vous dire que je vous dis tout ça parce que c'est un livre qui tient par lui-même. Voilà, c'est un gros livre. Je vous remercie de défendre les livres qui ont un certain nombre de pages. C'est très important et c'est un livre qui a une valeur tellement forte qu'il faut le lire. Voilà. Moins de 3 minutes, parce que de toute façon, je ne vais pas vous résumer 474 pages, d'autant que c'est un bouquin dont je n'hésite pas à dire que c'est un livre immense, qui est déjà considéré comme un classique par tous les spécialistes. Je vais néanmoins vous dire quelque chose, au pluriel. La première, argument d'autorité, ne passez pas à côté de ce livre.
Voilà. On va changer un peu les manières d'en parler. Ne passez pas à côté, c'est très important. C'est le livre total sur la crise climatique, le rapport entre les humains, la nature et les animaux. Voilà, je ne peux pas mieux dire, pas faire plus simple. Deuxièmement, la région du monde dont il parle, le détroit de Bering, c'est une région importante puisqu'il y a 20 000 ans, c'est par là que sont passés les premiers humains qui ont commencé à peupler le continent américain. Mais c'est une région extrêmement importante aujourd'hui puisqu'elle va disparaître sous la forme qu'on lui connaît, notamment à cause du réchauffement. Et enfin, ça devient un enjeu géopolitique majeur entre les deux grandes puissances que sont la Russie, en tout cas pour l'instant, et les États-Unis. Voilà. Troisièmement, cette autrice que vous ne connaissez pas est une grande historienne. J'ajoute que c'est son premier livre, ça ajoute encore un peu aux choses. C'est une grande historienne et une historienne militante de l'environnement. Je remarque au passage que les femmes de plus en plus investissent la protection de l'environnement et en particulier du côté des glaces. Et elles sont fédérées entre elles et extrêmement efficaces, peut-être parce qu'il y a la histoire de protection. Quatrième point, c'est un livre qui a une force narrative, une puissance narrative extrême, très forte, très grande, qui a été saluée par toute la critique. Cinquièmement, c'est un livre qui signe d'une certaine manière la revanche des baleines. Vous voyez, ça fait un peu bizarre, mais les baleines sont un des personnages principaux, parce qu'elle met en avant l'intelligence de ces mammifères, et notamment un truc qui m'a énormément plu, c'est que les baleines arrivent à jouer avec la banquise pour déjouer les baleiniers qui les décimaient. Pendant 2 ans ou 3 ans, au milieu du 19e siècle, elles ont réussi à échapper aux baleiniers. Et enfin, dernier point, non des moindres, c'est que je vous signale, si vous ne le savez pas encore, qu'il y a un gros intérêt de vos confrères qui nous commandent un nombre tout à fait significatif d'épreuves de ce livre. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous, sauf si vous avez des questions, on a finalement regagné du temps. Donc s'il y a 2-3 questions, on est ravis de les prendre, sachant qu'on a un micro qui peut circuler. Voilà, si on peut allumer la salle, c'est plus sympa. Est-ce que certains auraient une question à poser à nos éditeurs sur cette rentrée des essais et beaux livres? Non, vous êtes conquis? Bon, bah écoutez, on va aller prendre un café avant d'enchaîner avec la jeunesse. Et ben ça, c'est énergie, mais Sylvie, elle ne veut pas en parler? Bon, alors Sylvie, je crois que tu es obligée de venir parler d'énergie. Une Allemande dont tout le monde va parler très prochainement. C'est le charme discret. Vas-y, s'il faut parler. Si, quand tu parles, vas-y. Allô? Oui, ça marche très bien. Donc, comme le titre l'indique, c'est un ouvrage sur l'énergie. Peut-être que la première précision, c'est que c'est donc un livre évidemment qui se préoccupe de la fatigue, mais pas de la fatigue coutumière. On va dire soit la fatigue chronique, soit l'épuisement. Et donc toutes ces fatigues finalement dont les gens ont du mal à sortir et dont souvent les médecins français ont du mal à les aider à sortir. Je dis ça parce que Anne Flex est médecin, bien évidemment. C'est une Allemande, elle vit à Hambourg. Elle a beaucoup de succès en Allemagne, elle en est à son 10e ouvrage. Et elle conjoint, comme c'est souvent le cas en Allemagne, la médecine allopathique et d'autres médecines. C'est-à-dire que les médecines alternatives, que ce soit la naturopathie, etc., n'ont pas mauvaise presse du tout là-bas. Au contraire, on additionne leurs vertus. Sa spécificité, c'est finalement quand elle est face à des tableaux de symptômes qui pourraient nous paraître assez incohérents. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé d'être extrêmement fatigué et d'avoir du mal à en sortir.
symptômes psychiques, physiques, etc. Ça peut être d'ordre digestif, mais le sommeil, etc. Bon, elle adore enquêter. Donc, en fait, il y a toute une enquête. Et puis, ensuite, évidemment, elle pose un diagnostic. Et on s'aperçoit, quand on la lit, qu'elle va chercher des choses que vraiment la plupart des médecins français ne vont pas chercher. Y compris dans les analyses, mais pas seulement dans les analyses, mais elles se fondent. Enfin, c'est un médecin au sens... c'est pas un gourou hein, du tout, hein, c'est un vrai très bon médecin. Voilà, et donc elle arrive à sortir les gens de cette situation dans la très très grande majorité des cas. Son livre, elle l'a construit avec des petits aides-mémoires, des petits mémos, à la fois sur ce qu'il faut rappeler à son médecin, sur les analyses qu'on peut faire et sur tout ce qu'on peut mettre en œuvre. Elle donne beaucoup de conseils, que ce soit des conseils de vie, des conseils alimentaires, des conseils médicaux. Et je vous assure qu'on sort de sa lecture en étant perturbé au très bon sens du terme, en se disant pourquoi j'ai pas encore lu ce genre de choses avant. Voilà. Et bien là, c'est là. Une Allemande à nouveau, j'ai envie de dire, puisque, comme vous le savez, la collection a été inaugurée avec une jeune Allemande formidable. Et donc, ça sort dans la collection Questions de santé au mois d'octobre ? Oui, c'est voilà. Ça. Super. Au mois d'octobre. Un grand merci, Sylvie. Merci beaucoup de votre attention. Et on reprend à 16h pour la jeunesse. Voilà, super, merci.